Le nom de Marilyn, mais tout le monde l'appelait Marie-Soleil, une comédienne pétillante, une animatrice sans peur, une vraie débrouillarde. Marie-Soleil Tougas a 27 ans quand elle disparaît dans un accident d'avion. Sa mort bouleverse le Québec. Marie-Soleil n'était pas qu'une vedette de téléroman, mais aussi la porte-parole de beaucoup de causes qui avaient tout en commun l'entraide. Marie-Soleil Tougas appartient peut-être au passé, mais son souvenir est encore très présent. Ben, je pense que Marie-Soleil, c'est une fille très vraie. Donc, comme on la voyait, c'est comme ça qu'elle était. Des qualités humaines extraordinaires. De spontanéité, de fraîcheur, de vivacité, de vérité, une grande sincérité. Elle était passionnée avec les hommes, en amour, passionnée avec sa carrière, son engagement envers Enfant Soleil. L'aviation était une autre passion pour elle. Tout ce qu'elle faisait, c'était avec la passion et aussi avec une espèce de sentiment d'urgence, de toujours comme si demain, c'était la dernière journée. Je pense qu'elle savait où elle s'en allait. Puis en même temps, très ouverte, elle découvrait des choses qu'elle était très ouverte aux découvertes. À tout pouvait l'émerveiller. Un exemple dans le sens qu'une jeune s'est occupée d'aider d'autres jeunes. Et ça, c'est remarquable. Marie-Soleil Tougas a eu une carrière brève mais fulgurante. Comme comédienne d'abord, puis comme animatrice de séries qui ont marqué la télévision québécoise, comme Les Débrouillards et Fort Boyard. Ça devrait donner assez d'énergie. Avec la poulie. Oui, avec la roue de poulie, tu fais passer la roue de poulie à travers le labyrinthe. Mais plus encore que son talent artistique, ce sont ses qualités personnelles d'intégrité, de sincérité et de générosité qui ont fait de Marie-Soleil Tougas l'enfant chéri du grand public québécois. Et de support dans sa lutte, on a passé le chapeau à l'intermission et on a ramassé 1075,70 $ pour Opération Enfant Soleil. Marie-Soleil Tougas a mordu dans la vie à pleines dents et à bien des égards, elle a été comblée. Mais il y a une chose essentielle qui lui a toujours échappé. S'il y a un domaine de sa vie où elle a vraiment souffert, c'est en amour, parce qu'elle a eu une belle réussite professionnelle, une vie comblée, remplie de défis, tout ça. En amour, c'était toujours les sanglots, les crises, les défaites. Je choisissais des gens au caractère fort, comme elle, parce qu'elle ne peut pas supporter quelqu'un qui soit un peu faible et qui ne fonce pas dans la vie. Je pense que Marie-Soleil avait souhaitait un amour tellement grand que ça en était presque inhumain. Oui, mais j'aimerais ça vivre dans une chanson de Léo Ferré, moi. Ah! Puis ça marche pas comme ça. Ça serait quoi ta vie idéale? Je ne sais pas. Une espèce de... Pour moi, là, l'idéal, c'est une espèce de pureté, de l'émotion pure, là. J'aimerais ça, là, croire à l'amour, là, total et pur et grand et... Puis là, je me dis, coudonc, je suis plus sûre que ça se peut. Le 10 août 1997, à l'âge de 26 ans seulement, Marie-Soleil Tougas unissait tragiquement sa destinée à celle de son dernier compagnon, le cinéaste Jean-Claude Lauzon. Bonsoir, mesdames, messieurs. Tout d'abord, une bien triste nouvelle. La comédienne Marie-Soleil Tougas a perdu la vie cet après-midi dans l'écrasement d'un appareil Cessna à une centaine de kilomètres au sud de Coudjouac, au Nouveau-Québec. Quelques jours après l'accident, les proches de Marie-Soleil se réunissaient à l'église de Belleuil pour lui rendre un dernier hommage émouvant. La cérémonie était retransmise en direct à la télévision. Marie-Soleil a laissé beaucoup de choses, mais je pense que le fait de rester soi-même, la spontanéité, la simplicité, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux gens. Marie-Soleil Tougas est née le 3 mai 1970 à Mont-Saint-Hilaire. Le prénom inscrit sur son certificat de naissance est Marilyn, mais il n'a jamais servi. Son père travaillait dans une production audiovisuelle et
Il avait nommé une poupée, Marie-Soleil, dans cette émission-là, dans cette production-là. Et quand Marie-Soleil est née, même si on ne l'avait pas nommée Marie-Soleil officiellement, on ne l'appelait que Marie-Soleil. Alors, quand est arrivé le moment d'aller à l'école, on a fait changer son nom officiellement. Je sais que quand mon père a trouvé ce nom-là, il a dit « Tiens, avec un nom comme celui-là, on va faire quelque chose de spécial dans la vie. » Très jeune, Marie-Soleil fait honneur à son prénom. Elle est une enfant énergique et allumée. Elle a parlé jeune et elle était d'une curiosité insatiable. Très, très tôt, je passais beaucoup de temps avec elle. Et c'était vraiment plaisant de passer du temps avec ce bébé-là parce que on sentait tout le temps, donne-moi encore. C'est sa maman qui me gardait. Donc, on était un petit groupe d'enfants à être gardés ensemble. Et Marie-Soleil, c'était la plus vieille des 5 enfants. Elle était déjà très ordonnée, très attentive à tout le monde. Elle voulait que tout se passe bien dans son petit monde. Les parents de Marie-Soleil sont des gens à l'esprit ouvert, des libres penseurs qui rejettent les idées reçues et qui valorisent la communication avec leurs enfants. Est-ce que le fait que nous, on lui a appris très tôt qu'être différent, c'était normal? Parce que de toute façon, tout le monde est différent. Il n'y a personne qui est pareil. C'est sûr que ça, on le lui a appris très tôt comme parent. Et elle l'a bien appris, elle l'a bien intégré. On commence par quoi? L'épicerie? Un magasin de crème glacée? C'est grâce à son père que Marie-Soleil obtient son premier contrat à l'âge de 7 ans. Tellement de s'attache au Québec. Sa première publicité s'est arrivée assez rapidement. Spontanément, on était plutôt... on n'était pas très chaud à cette idée-là. Mais bon, finalement, elle a passé les auditions et elle a eu le rôle. J'ai encore l'image de cette publicité-là parce que c'est la première qu'on a vue partout. Tout le monde s'attache au Québec. Ça a été vraiment très, très publicisé. OK, je vais en faire, la gymnastique. Mais si je reste une petite fille, ce sera de ta faute, crotte de boue. C'est un peu par accident que Marie-Soleil va faire ses débuts à la télé, à l'âge de 12 ans, en même temps que son frère cadet, Sébastien. Si Simon ne travaillait pas, elle peut faire des beaux gros gâteaux. Crotte de boue. C'est la femme qui met l'homme au monde, puis il faudrait le servir en plus. En fait, c'est Sébastien qui était venu auditionner pour le rôle de Renaud dans Peau de banane. Et sa sœur l'avait accompagné avec son père parce que elle pouvait pas rester seule à la maison. Là, bon, mon père était là aussi, on écrivait Peau de banane ensemble. Et quand on le voit, on dit, bon, il faut auditionner aussi pour jouer Zoé. Puis c'était dans des studios, c'était la première fois que j'entrais dans un studio avec là, les caméras, puis les éclairages, puis tout ça, puis des gens que je connaissais pas. Et c'est son jeu qui nous a impressionnés, sa fraîcheur, son innocence, sa facilité à jouer le rôle. Elle s'amusait. J'ai entendu? On dirait qu'il y a quelqu'un à sa galerie. Je dirais que t'es peureux. Dans certains écrits qu'elle a laissés, que j'ai lus après sa mort, j'ai pris conscience seulement à ce moment-là que très tôt, elle voulait devenir comédienne, mais qu'elle ne le disait pas trop, de peur d'être déçue, de peur que ça ne fonctionne pas. Mais au début, c'était vraiment quelque chose de tellement... Je faisais ça pour m'amuser parce que c'était vraiment très amusant de faire ça avec Sébastien, mon frère. Oui. Avec tous les comédiens qui étaient là. Puis c'était un univers qui est fascinant. Elle était... Bon, elle était très professionnelle. Elle savait ses textes par cœur. Les répétitions, elle les prenait au sérieux. Mais dès qu'on disait couper, ou dès qu'il y avait un moment de libre, elle était comme tout le monde, et même très ricaneuse, jouait des tours et tout. Elle s'amusait. Ou elle étudiait. Ce qui était assez flyé dans tout ça, c'est que elle, là, jamais, ça l'a nuit à ses études. Mais par-dessus ça, elle se permettait d'avoir les meilleures notes de l'école. Je m'informe à mes professeurs, savoir ce que j'ai manqué à l'avance pour pouvoir être en même temps que tout le monde, là. Puis, il m'explique en 5 minutes à la salle des professeurs ce que je vais manquer ou ce que j'ai manqué, puis j'essaie de me rattraper à la maison. Donc, la fin de semaine, quand mes amis s'amusent, moi, je travaille. Souvent. Elle voulait
d'une part, plaire à son père et d'autre part, lui montrer qu'elle était capable. Que même si il était très exigeant avec elle, et elle, ça lui a permis de d'aller au-delà toujours, même de ce qu'on pouvait demander. Je pense que c'est un homme qui est assez dur, qui travaille très, très fort dans son entreprise. Je pense que c'est probablement à cause de tout ça que Marie-Soleil l'admirait, puis qu'elle était prête à faire beaucoup pour lui plaire. Mais je pense que des fois, elle ne trouvait pas son bonheur dans tout ça. Marie-Soleil était très exigeante pour elle-même et envers les autres, parce qu'elle tenait ça de son père. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'elle réussisse. Quand elle entreprenait quelque chose, c'était pas pour s'amuser, c'était pour réussir. Le travail acharné de Marie-Soleil commence à rapporter des dividendes. L'auteur Christian Fournier lui offre un rôle de premier plan dans son nouveau téléroman intitulé Chop Suey. Le personnage de Judith avait 18 ans, mais elle en avait que 16. Donc, c'est difficile à 16 ans de trouver les émotions d'une fille de 18 ans quand t'as pas vécu ce qu'une fille de 18 ans a vécu. Donc, pour ça, c'était plus difficile. Mais elle apprenait rapidement et elle était très ouverte à tous les commentaires. C'est pas quelqu'un qui disait « Non, 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 c'est pas comme ça ». Elle écoutait, elle était curieuse et avide d'apprendre. J'ai trouvé ça bien difficile. J'ai travaillé beaucoup avec mon père, puis avec Christian, on a discuté, avec Jean-Louis, le réalisateur. J'ai eu beaucoup de monde alentour de moi pour m'aider parce que toute seule, je pense que je ne serais pas arrivée. Puis, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai l'opportunité d'essayer de prouver que je vais être capable de le faire. Puis, je pense que petit à petit, j'ai réussi. Je pensais être capable de me faire rire. Pourquoi? Non. Non, t'as pas la bonne technique. Là. La base du rire, c'est... Ça se situe ici, là, tu vois. Alter. Je suis capable de bouger mes jambes. Je me souviendrai toujours, on était en auto et on s'est mis à parler d'une scène, justement, qu'elle faisait avec Francis Redé dans le Chambre en ville. Quand on sera plus ensemble, tu vas encore me respecter. Nous? Plus ensemble? Il y avait des bouts où elle devait être triste, des bouts où elle devait être très amoureuse. Puis, elle me dit, je trouve pas ça évident. Puis là, j'ai dit, écoute, si tu veux, je vais te coacher. Je disais toujours, Francis, quand il te parle, là, regarde-le dans les yeux. Prends le temps de le regarder, écoute-le. Se marier? Toi et moi? Si tu veux. Si tu y crois pas vrai, moi, je me sens prête. J'avais toutes les tripes que t'as, j'avais justement le caractère que t'as. Ça sort pas des nues, ces choses-là. T'as tout ce qu'il faut. Et là, je me souviendrai toujours, on était au coin de la rue. On est rendu tout près à Montréal et on est aux Lumières. Puis je me toujours me souvenir, elle s'est retournée comme ça, à me regarder. Et elle avait les yeux dans l'eau. Bon. Je pense que je dois d'abord vous dire que je m'attendais pas du tout à ça ce soir. Marie-Soleil est restée les deux pieds sur la terre, je pense pour deux raisons principales. D'une part, son père l'a bien averti. Hein? Tu restes Marie-Soleil, c'est pas parce que tu es devenue une vedette que tu vas t'enfler la tête, c'est pas vrai. D'ailleurs, il l'a dit à ses deux enfants. Et chez nous, c'était clair que dans ma famille, on est des gens très spontanés, très simples, venant d'un milieu plutôt pauvre. Et les liens avec la famille ont toujours été très, très forts. Et je pense que ça l'a aidé, ça, cette simplicité-là, à rester elle-même simple.
J'ai jamais été, genre, propulsée au niveau de vedette. Là. Tu sais, ça a été très, très graduel. La première année, ben, les gens trouvaient ça drôle. Et puis, c'est sûr que je me suis fait dire à l'école, bon, en secondaire 2, c'est pas parce que tu joues dans Peau de banane que... Ça faisait des jaloux. Ça m'est arrivé une fois dans un cours, puis là, j'avais dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il prend, lui? Pourquoi il me dit ça? Ce qui était très différent, c'est qu'elle travaillait. C'est pas nécessairement qu'elle faisait de la télé ou qu'elle faisait de la pub ou que les gens la connaissaient. C'est qu'elle avait un boulot. Elle avait des horaires à suivre. Elle avait un horaire de président de compagnie, mais elle avait un comportement d'une petite fille qui commence. Pas au niveau du talent, mais je veux dire au niveau de la simplicité dans la vie. Puis c'est pas parce qu'elle est partie, je le dis, on le disait tous et toutes. C'était effrayant. C'est comme si elle disait toujours, tu sais, Michel, là, je fais ça, moi, là. Je suis très privilégié dans la vie. J'ai une chance inouïe. Malgré son emploi du temps chargé, Marie-Soleil ne néglige ni les amis d'enfance et de l'école, ni les nouveaux qu'elle se fait sur les plateaux de tournage. Ses amis, à qui elle a toujours tenu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, elle a toujours gardé et mis de l'énergie à garder ses amitiés, à entretenir ses amitiés. Elle avait une joie de vivre extraordinaire. Elle était toujours débordante d'énergie. Elle avait aussi une facilité déconcertante d'établir des liens, de la complicité avec les gens avec qui elle parlait. Je pense surtout aux 3 filles de départ et même Isabelle Miquelon qui s'est rajoutée, Valérie Gagné et Anne Bédard. C'est une relation d'amitié qu'elle bâtissait tout le temps, surtout avec ces filles-là. Les 3 colocataires, 4 avec Isabelle. Et elles se voyaient régulièrement. Elles avaient régulièrement un souper par mois chez une ou chez l'autre. Elles se voyaient à leurs fêtes respectives. À 20 ans, Marie-Soleil quitte la maison pour affronter ses peurs et repousser ses limites. L'année 1990 est une année charnière dans la vie de Marie-Soleil. À l'âge de 20 ans, elle quitte le domicile familial pour s'installer dans une grande maison en banlieue de Montréal. Et elle fait ses premières armes comme animatrice dans le magazine estival Montréal et les îles. Une bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'un peu à l'exemple du mur de Berlin, le mur de Corée va peut-être tomber lui aussi. Le mur de Corée qui... Mais c'est l'émission de vulgarisation scientifique Les Débrouillards, qu'elle co-anime avec Grégory Charles, qui va permettre à Marie-Soleil d'afficher sa personnalité intrépide et volontaire. Êtes-vous tanné d'avoir un mélange de sorbitol, mannitol, aspartame, en elle de toujours relever des défis, de dépasser ses limites. On le sait lorsqu'elle animait Les Débrouillards, par exemple. Elle avait fait du parachutisme, la montgolfière. Elle aimait tous les sports extrêmes ou à tout le moins non conventionnels, même la plongée. J'ai rencontré Marie-Soleil pour la première fois dans le cadre d'une émission que j'animais à TVA, Télémétropole à l'époque. Ça s'appelait L'Aventure. Et j'invitais une personnalité à pratiquer une activité de loisir, un sport d'extérieur. Ça pouvait être de la pêche, la chasse. Et dans le cas de Marie-Soleil, c'était du deltaplane. Tu sais, tu t'en vas, si tu pousses ton pas vers la droite, ça s'appelle un roulis. Tu vas t'en aller à la droite, OK? Puis je l'ai trouvé très courageuse de faire ça, parce que je sais pas si vous êtes déjà monté sur une rampe de deltaplane. C'est une espèce de trottoir en bois qui s'en va au-dessus du vide. Et tu cours là-dedans et tu te jettes dans le vide, ni plus ni moins. Ouais, elle me disait, j'ai la chienne, mais il faut que je le fasse. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Je pense que c'était un caractère comme ça. Hein. Elle essayait de passer à travers ses craintes, ses peurs. Marie-Soleil, quoi qu'en pense tout le monde, était d'abord une fille peureuse, extrêmement peureuse. Je pense que le fait de surmonter ses peurs allait dans le même sens que tout le reste au niveau du dépassement. Elle avait besoin de se dépasser, y compris là-dedans. Elle était peureuse. Elle était craintive de beaucoup de choses. Elle était très féminine. J'ai passé à travers un nuage. Mais en même temps, elle était peureuse. Je dirais, quand même partie avec moi faire du camping. Elle est partie, sauf que elle, des fois, rentrait dans la nuit dans la maison. Elle avait plus peur des bébites.
c'est beau, c'est beau. Oui, mais je suis pas capable. C'est correct, on en a plein. On est bien d'accord avec ça, c'est c'est écœurant. Qu'est-ce qu'il y avait dans les cruches? Il y avait de la marde. Marie-Soleil avait été, on l'a vu jusqu'à la fin de ses jours, un esprit d'aventure très, très grand, hein, qui aimait partir loin, qui aimait se mettre parfois dans des situations un peu troublantes, émotivement parlant. Donc, avait été très attiré par le concept de Fort Boyard. Tu vois tout ce monde-là qui est affairé. C'est chez eux. Ils connaissent. C'est vraiment chez eux. Fort Boyard a été sûrement un des contrats de travail qui a été le plus agréable pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait voyager. Déjà, le tournage durait à peu près 4 semaines à chaque année. C'était pour elle vraiment un défi, puis en même temps une récompense parce qu'elle défendait l'équipe. Alors que M. Mongrain, Guy Mongrain, lui défendait le fort. Donc, elle aimait défendre les gens, donc les bonnes causes. Donc, ça allait avec elle. Elle voulait des enfants, c'est pas pour rien qu'elle avait épaulé Enfant Soleil. Elle adorait les enfants. Dès qu'une de ses amies avait un enfant, elle se précipitait à l'hôpital, des cadeaux. Elle adorait les enfants, c'était son rêve. C'est à l'invitation de Francis Redé en 1992 que Marie-Soleil accepte de rencontrer le directeur général d'Opération Enfant Soleil, Pierre Touzin. Et elle a posé énormément de questions sur le côté droit de la chose. Est-ce que les dépenses étaient correctes? Est-ce qu'elle était très structurée à ce niveau-là? Puis elle voulait absolument s'assurer qu'il n'y avait pas d'arnaque là-dedans pour personne. Satisfaite des garanties offertes par Pierre Touzin, Marie-Soleil accepte d'animer en compagnie de Francis le téléthon annuel d'Opération Enfant Soleil. À partir du moment où elle a dit oui, elle ne calculait plus le temps à ce moment-là. C'était plus évalué, genre, et assurément, il y a des choses qu'elle ne faisait pas dans le métier pour pouvoir être présente partout dans les régions, dans les hôpitaux, toute la tournée du printemps. Alors, c'est sûr qu'elle faisait ce choix-là. Chaque année, en préparation du Téléthon, Francis et Marie-Soleil effectuent une grande tournée des hôpitaux de la province et prennent contact avec des enfants malades et les gens qui les soignent. Elle suivait l'évolution d'un enfant ou de plusieurs enfants, avec les parents aussi. Elle le faisait avec une belle écoute, en même temps sans excès non plus. Elle respectait la distance nécessaire dans un cas comme ça. Et qu'un jeune prenne du temps pour s'occuper des autres jeunes, bel exemple. Très bel exemple. J'ai eu l'idée, si vous êtes d'accord bien sûr, d'aller exprimer mon message d'espoir à votre prochain Téléthon en chantant. On l'a rencontré à l'hôpital Sainte-Justine. On pouvait évidemment pas refuser son offre. Avec une chanson de Luc de la Rochelière, David Brunet dans Si fragile. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. Je lui avais donné mon avis là-dessus en lui disant, je pense que la société te donne beaucoup en tant que personne connue. T'as pas le choix. Ta job maintenant, c'est de le rendre à la société. Ça fait partie maintenant de toi, ça. Alors, et je pense qu'elle a mieux compris mon message que j'aurais cru. En plus d'Opération Enfant Soleil, Marie-Soleil donne son temps et son énergie pour de multiples causes qui lui tiennent à cœur. Ils disent que les jeunes ne sont pas responsables. Mais ce qu'on veut, nous autres, c'est être informés. Savoir que le condom, c'est un des meilleurs moyens de réduire les risques de MTS, puis que ça concerne les gars comme les filles. Pas ta santé sur un coup de thé, faisant toujours cas s'il s'agit du sida. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous parler du sida parce que je me sens concernée en tant que femme. Moi, j'embarque. Et n'oubliez pas, la modération a bien meilleur goût. Contrairement à bien des artistes qui préfèrent être discrets sur leurs convictions politiques, Marie-Soleil n'hésite pas non plus à afficher ses couleurs souverainistes. Marie-Soleil s'est promenée avec, j'ai encore ici d'ailleurs son agenda, sur lequel il y avait la marguerite du oui, là, qu'elle affichait devant tout le monde. Elle avait des opinions politiques assez fermes à ce sujet. En 1994, Marie-Soleil accepte d'animer le Gala de la Griffe d'Or, un événement visant à promouvoir les jeunes designers québécois. Il m'avait dit que j'aurais une robe sur mesure. Je pensais pas que les mesures seraient encore sur la robe, par exemple.
Moi, j'avais gagné la Griffe d'or en 94, et celui qui gagnait habillait l'animatrice. Donc, c'était Marie-Soleil qui animait. Chant, Héroldi. Donc, les premières rencontres ont été pour ça, pour trouver les bons costumes, puis de voir ce qu'elle voulait aussi, parce que Marie-Soleil ne se faisait pas non plus imposer des choses. Elle savait ce qu'elle voulait, elle savait ce qu'elle voulait pas. Puis oui, elle était très, très avant-gardiste. C'était très aussi caméléon. Et ça, d'être caméléon, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup qui essayent d'être caméléon, mais ça marche pas. Marie-Soleil, elle a réussi assez bien ça, ce côté-là. Premièrement, elle adorait ça. Elle aimait ça, voir le métier qu'on faisait, que ce soit chez Jean ou que ce soit chez moi. Je veux dire, elle trouvait ça le fun, là. Elle venait chez nous, puis elle trippait voir ce que j'étais en train de faire, mes premières collections qui se montaient. Vouée à la promotion de la mode québécoise, Marie-Soleil ne rate jamais une occasion d'aider ses amis designers. Donc, elle m'a acheté mes premiers morceaux, puis des gros morceaux que j'avais faits pour des concours, ce qui m'a permis de vivre des fois pendant un certain temps là-dessus, puis de financer un tout petit peu ma petite entreprise. Marie-Soleil, c'était l'artiste qui portait le plus de ma collection. Je dirais que peut-être 7 fois sur 10, elle portait mes vêtements. Donc, pour moi, c'était une très, très bonne visibilité. Et je pense qu'elle était fière aussi de faire connaître ces vêtements-là aux gens et de s'afficher. Comme d'autres avant elle qui se sont investis sans compter dans toutes sortes de bonnes causes, Marie-Soleil Touga aurait pu se perdre dans le processus. C'était énorme. Il y avait des périodes où elle me disait, tu sais, Mimi, pendant les 3 prochaines semaines, là, je suis occupée de 5 heures du matin à minuit tous les jours. 5 heures le matin, je me lève et je suis pas couchée avant minuit. Et entre ça, là, je dois apprendre des textes. Heureusement, Marie-Soleil possède une soupape qui lui permet d'échapper au tourbillon de ses horaires chargés pour refaire un peu ses forces. Cette soupape, c'est sa passion pour les voyages. Elle sentait qu'en voyage, elle pouvait être plus elle-même. C'est pas qu'elle n'était pas elle-même ici, mais sentir qu'il n'y avait pas toujours un regard sur elle. Sentir que elle pouvait se donner le droit de faire des folies qu'elle n'aurait pas eu le droit, qu'elle se donnait pas le droit de faire autrement. Ça lui donnait une espèce de répit. Elle aimait rentrer en contact avec les gens de d'autres cultures. Par exemple, au Maroc, elle allait vraiment vers les étrangers, parler, tout en gardant quand même ses distances, mais elle aimait s'impliquer, apprendre, connaître comment les autres vivent. Elle était très curieuse de nature, Marie-Soleil. Aventurière invétérée, Marie-Soleil n'hésite pas à partir seule, sac au dos, pendant plusieurs semaines. Elle va faire du ski dans les Alpes, du trekking en Australie et de la plongée aux îles Fidji. Après la pause, Marie-Soleil est célébrée pour ses accomplissements professionnels, mais elle n'a pas le même succès en amour. Soleil, de toute évidence, elle a une vie accomplie, dans le sens qu'elle a eu une carrière très riche en si peu de temps, remplie de défis, des amitiés extraordinaires, des voyages, des loisirs intéressants. Beaucoup de gens auraient envie, Marie-Soleil, d'avoir une vie aussi riche. Cependant, je crois qu'elle n'a jamais atteint l'équilibre amoureux qu'elle souhaitait. Elle voulait toujours l'amour absolu, un amour sans condition. Marie-Soleil a eu 3 amoureux dans sa vie. 3 hommes avec qui elle a connu de grands moments de bonheur, mais sans jamais réussir à vivre en harmonie pour une longue période. Évidemment, son premier amour, Nicolas, était son premier amour. C'était un amour d'adolescence. Je pense que c'était une belle relation d'amour d'adolescent, là, mais ça avait la valeur d'un amour d'adolescence, aussi beau, aussi grand soit-il, là. Marie-Soleil a connu Nicolas Brion à l'école Osias-le-Duc de Mont-Saint-Hilaire. Sa relation avec Nicolas, ponctuée de nombreuses ruptures et retrouvailles, a duré près de 4 ans. Elle le laisse définitivement en 1990, la même année où elle fait la rencontre d'Alain Choquette sur le plateau de Montréal et les Îles. C'est le début d'une relation qui va durer un peu plus de 4 ans. C'était encore des personnalités totalement différentes, mais on voyait vraiment la complicité entre eux. Mais au bout d'un certain temps, les 2 tourtereaux commencent à se rendre compte qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes attentes par rapport à cette relation. Elle avait acheté une vraie maison, une grande maison. Elle voulait s'établir. Alain Choquette n'était pas du tout rendu là. Lui, il voulait vivre pleinement et puis profiter de sa jeunesse, finalement.
Le troisième homme dans la vie de Marie-Soleil, celui avec qui elle a partagé les 2 dernières années de sa vie, est le cinéaste Jean-Claude Lauzon. Ça a été quelqu'un qui lui a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup dans le sens de se rapprocher de la nature, dans le sens de... comme Marie-Soleil restait une fille avide d'apprendre, au niveau de la culture québécoise, par exemple, au niveau du cinéma, au niveau de la lecture, Marie-Soleil était une fille qui lisait beaucoup. Il lui a ouvert une forme de culture qu'elle ne connaissait pas. Il l'a amenée quelque part où elle ne serait pas allée sans lui. Jean-Claude, c'était quand même son mentor. Et je dirais que d'une certaine façon, il y avait une similitude avec son père parce que Jean-Claude, ce qu'elle pouvait apprécier de lui, c'était sa réussite professionnelle, sa crédibilité dans le milieu. C'était un homme très intelligent, rempli de connaissances. Donc, elle le voyait un peu comme un idole d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, ils étaient aux antipodes, ces 2 personnes-là. Marie-Soleil et Jean-Claude se découvrent plusieurs passions communes. La moto, l'aviation, le goût de l'aventure et l'amour des grands espaces. Mais Marie-Soleil doit aussi apprendre à composer avec la personnalité exécrable du cinéaste. Ben, peut-être parce que Jean-Claude Granddieu était pas mal... C'est un gars assez égoïste. Et puis, même si c'était mon meilleur ami, là, je me permets de le dire, je le sais, puis tout le monde le sait aussi. Et Marie-Soleil, c'est exactement le contraire. Moi, je la trouvais très généreuse. Donc, je pense que quand elle est arrivée avec Jean-Claude, puis que Jean-Claude était rough, mais il était franc. Alain, il y avait toujours l'insécurité qu'il soit pas franc. C'est que Jean-Claude, il pichait des affaires hyper vaches en pleine face, mais elle avait toujours l'heure juste. Elle savait quand... Puis quand il était avec elle, il était 100% avec elle. Évidemment, comme toutes les petites filles, son père était son modèle d'homme, son premier modèle d'homme. Alors, elle a un peu cherché peut-être quelqu'un d'aussi exigeant, d'aussi intransigeant. Elle l'avouait elle-même. Elle dit, moi, il faut qu'il y ait un défi. Il faut qu'il y ait une forme de défi, quelque chose même à changer dans la personne. Sinon, elle dit, je vais m'ennuyer. Et avec Jean-Claude, elle était servie à souhait. Parce que s'il y avait quelqu'un où il y avait beaucoup de difficultés, puis d'obstacles et de barrières, c'était bien la personnalité de Jean-Claude Lauzon. C'est sûr qu'elle avait cette force de caractère-là, parce que c'est difficile de côtoyer Jean-Claude tout le temps si t'as pas un caractère très fort, parce que tu vas être détruit à un moment donné. Alors, c'est certain qu'elle était capable de s'en sortir. Elle l'aimait comme il était, avec ses difficultés, avec ses défauts, comme lui, il l'aimait comme elle était, avec ce qu'elle avait de beau et de moins beau. C'est sûr qu'il l'aimait, mais il n'aimait pas juste elle. Puis ça, il tenait à nous le faire comprendre et à lui faire comprendre aussi. Puis qu'elle comprenne ou pas, c'était comme ça. Alors, c'est sûrement ce qui a créé beaucoup de friction. Marie-Soleil comprend que sa relation avec Jean-Claude ne sera jamais conventionnelle. Si elle choisit de continuer, c'est qu'elle connaît un côté de Jean-Claude que peu de gens soupçonnent. Ben, quand il partait avec Marie-Soleil pour des grands voyages, il s'occupait d'elle comme l'ours va s'occuper de ses petits. As-tu froid? As-tu chaud? As-tu faim? Veux-tu manger quelque chose? Veux-tu... Ça, écoute, c'était la mère poule comme on en voit rarement. Et puis, il s'occupait d'elle au maximum. Je pense que ce qu'elle me décrivait, c'est que l'intensité de ce gars-là avec elle, c'était d'une puissance incroyable, qu'elle ne pouvait pas se sentir plus belle, plus ci, plus ça, que quand il était complètement là, puis qu'ils partaient faire leur voyage. Ceux qui ont vu évoluer cette relation pensent que même si Jean-Claude Lauzon n'a jamais voulu le reconnaître, il entretenait une affection et une admiration toute particulière pour Marie-Soleil. Et lui, il lui disait, « Comment ça se fait que je te rappelle, toi? » Parce qu'il faisait pas ça avec les autres. Les autres qui partaient, elles partaient. Hein? Si elle avait choisi de partir, elle partait. Et avec elle, il revenait la chercher. C'est une fille qui gagnait très bien sa vie, s'organisait parfaitement. Je veux dire, elle n'avait pas besoin de personne pour vivre. Alors, lui, il admirait ça. Finalement, cette fille-là était un gars. Hein? Comme, enfin, dans sa perception, là, j'entends.
c'était comme un gars. C'était comme moi, mais c'était une fille. J'avais le sentiment que tranquillement, lui avait développait une espèce de respect pour Marie-Soleil qu'il n'y avait pas au début. Au début, il l'aimait pour lui. Je pense qu'à la fin, il l'aimait pour elle. À 24 ans, Marie-Soleil entreprend un virage dans sa vie. Le changement est radical. L'heureuse gagnante est Marie-Soleil Touga. Mon Dieu, merci beaucoup. Je veux d'abord... En novembre 1994, au moment où elle vient chercher le deuxième métro-star de sa carrière, Marie-Soleil Touga est à la croisée des chemins. À 24 ans, elle a le succès, l'argent, la gloire. Mais elle a vécu une grande partie de sa vie en fonction des autres. Le temps est venu de se donner du temps pour penser à elle, à ce qu'elle veut faire du reste de sa vie. Surtout, un gros merci à un public extrêmement fidèle. Merci beaucoup. Elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle avait fait jusqu'ici, c'est travailler. C'est sûr que c'était un jeu pour elle, elle s'amusait, et c'était d'étudier. Et elle avait manqué plein de petits bonheurs qu'on a à l'adolescence. La métamorphose de Marie-Soleil va débuter véritablement au printemps de 1995, lors d'un voyage dans les îles grecques. Tu sais, quand ça fait 5 ans que tu vis, là, ou 10 ans, ou 7 ans, puis que tu as 22 ans, que tu vis une carrière à la télé, je pense qu'à un moment donné, elle s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis là, ben, quand elle est partie en Grèce, elle a dit qu'elle se raserait les cheveux, qu'elle se teindrait en blonde. Moi, j'étais comme pas sûre si je la croyais. Puis elle a tout fait ça. Puis elle est revenue. Mais cette fois-là, quand elle est revenue, moi, j'ai senti qu'il y avait une autre étape dans sa vie qui venait de commencer. Là. Mais la Grèce, je dirais que ça a été un des points déterminants. C'était à la fin de sa relation avec Alain Choquette. Et c'est là qu'elle s'est fait raser le crâne. C'est d'autant plus significatif quand on sait que Alain Choquette aimait les filles aux cheveux longs. Donc, elle en disait en revenant, j'ai plus de cheveux. À son retour de Grèce, Marie-Soleil poursuit un double objectif sur le plan professionnel. Tourner au cinéma et élargir son registre en tant que comédienne. J'ai des grands rêves. J'ai le goût de faire beaucoup de choses. J'ai pas le goût de me limiter à une chose. Je rêve de faire un jour de la réalisation. Je rêve d'écrire un jour un film. Je rêve de jouer un jour dans un film, aussi de faire du cinéma. C'est toutes des choses que j'ai le goût de faire. Comme tous les acteurs, comme toutes les actrices, ont horreur d'être catalogués dans un type de rôle, puis qu'ils cherchent tout le temps à casser ce moule-là que le monde leur donne. Je pense que ça, elle aussi, elle voulait faire ça, changer de rôle. Marie-Soleil avait effectivement envie de jouer d'autres genres de rôles que des rôles de gentille petite fille. Elle voulait démontrer qu'elle était vraiment une comédienne. Et en jouant vraiment des rôles qui étaient très différents de sa personnalité. Donc, on lui propose ce rôle de prostituée. Elle a certainement un peu étonné au point de départ, mais je suis convaincu qu'elle a dit oui tout de suite à la proposition de Jean-Claude Lard, parce que ce serait pour elle un double défi. Double défi, je veux dire, d'adapter d'abord son jeu des plateaux de téléromans au plateau de cinéma, et deuxièmement, de montrer que Marie-Soleil Touga, qui jouait depuis, ma foi, une quinzaine d'années déjà, avait une capacité de jouer d'autres rôles que ceux des jeunes filles rangées, sages, que tout le monde adore. Le fait de jouer un rôle aussi dur, une prostituée, elle voulait casser ce moule-là, de toute évidence. Mais elle est tombée en amour avec les téléséries. C'était un rêve qu'elle chérissait beaucoup. Donc, elle aurait aimé une carrière plutôt cinématographique. Après sa prestation dans Jasmine, je suis sûr qu'elle aurait joué un rôle au cinéma. Qui sait ce qu'elle serait devenue? Rassurée par les critiques élogieuses au sujet de sa performance dans Jasmine, Marie-Soleil se fait de plus en plus sélective dans ses engagements professionnels. Elle préfère se garder du temps pour les choses qui la passionnent. Il faut aussi dire qu'elle avait acquis une certaine indépendance financière, ce qui l'aidait. Elle avait eu, par exemple, un mandat
pour une quotidienne, pour animer une quotidienne importante sur un gros réseau. Et elle a refusé parce que c'était quelque chose de trop prenant. Nos lettres d'appel sont Golf, India, Golf, Kilo. Ça va bien? La relation de Marie-Soleil avec Jean-Claude Lauzon lui permet de se découvrir une nouvelle passion, celle de l'aviation. En 1996, elle entreprend de passer sa licence de pilote. Elle était tombée sous le charme de l'aviation parce qu'elle aimait les grands espaces. Jean-Claude l'amenait dans le Grand Nord. Donc, il y a un sentiment de liberté extraordinaire lorsqu'on vole, malgré que c'est quelque chose de très rationnel. De plus en plus, Marie-Soleil trouve son bonheur dans les expéditions qu'elle fait avec Jean-Claude et quelques amis privilégiés dans les grandes étendues sauvages. Le soir, on installait nos chaises sur une plage, c'était sur la rivière Curlutuc, juste un petit peu au sud de la baie d'Angaba. Et puis, on installait nos chaises, puis on attendait que les aurores boréales commencent. Et il y avait des shows d'aurores boréales là, le soir. Ça fait que, waouh, hey, as-tu vu celle-là? Regarde, oh, les lumières, oh, hey, ouais, ça, c'est sûr. C'est lors d'une de ces expéditions, en août 1997, que Marie-Soleil et Jean-Claude vont connaître une fin aussi tragique que prématurée. Gaston Lepage et Patrice Lécuyer, qui les accompagnent, assistent impuissants à la scène. Je me suis posé, il y avait de bonnes vagues, et puis j'ai attendu qu'il se pose. Lui, il était passé devant, alors il a fait un 360, puis il est revenu par en arrière. Puis il a fait une approche qu'il a avortée. Puis il m'a dit, je vais refaire un autre passe, je veux voir, pas sûr. J'ai dit, prends ton temps. Et ça s'est passé assez rapidement. Il est rentré dans un bosquet d'arbres, à basse vitesse. Et là, j'ai vu l'avion qui a fait, en fait, une espèce de... qui est retombé sur la queue, il a arrêté assez sec. Et là, le feu a pris. En fait, entre le moment où il a accroché les arbres et le feu a pris, ça a dû durer 5 ou 6 secondes, 4 ou 5 secondes, le feu a pris immédiatement. Quand les secouristes arrivent sur les lieux, 45 minutes plus tard, ils ne peuvent rien faire pour sauver les occupants du petit avion. L'enquête révélera qu'ils ont péri calcinés dans l'incendie du cockpit. L'annonce du décès de Marie-Soleil est retenue pendant quelques heures, parce que la police n'arrive pas à joindre sa mère, qui se trouve en vacances sur la côte nord. Et ce soir-là, il y avait une télévision dans la chambre et il y avait un film que je voulais écouter. Alors, je me suis mis à écouter le film à TVA. À un moment donné, une bande-annonce, une annonce spéciale. Nous faisons part, ou quelque chose comme ça, du décès d'une vedette du Québec, d'une vedette et d'un cinéaste québécois dans le Grand Nord. Moi, là, je suis devant le téléviseur. Je regarde mon mari. J'ai dit, non, ils me font peur, là, eux, là. Ça se peut pas, là. Ils me font peur. Même si moi, je savais pas à ce moment-là que Marie-Soleil était repartie quelques jours après qu'on s'était parlé. Au moment où moi, je suis partie, elle était repartie quelques jours après. Et ça, je savais pas, c'était pas prévu au moment où on s'était parlé, elle et moi. Alors là, évidemment, on commence par faire le téléphone à son père pour vérifier. Et c'était effectivement Marie-Soleil qui était morte. C'était une fille qui vivait intensément et je pense que qu'est-ce qu'elle faisait dans les derniers jours et tout ça, c'est quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Donc, elle est partie en faisant ce qu'elle aimait. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus important. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était au téléphone. Et effectivement, elle avait passé une semaine avec Louise Laparé, Gaston Lepage et Jean-Claude. Et elle m'a dit au téléphone, et c'est exactement ces mots-là, « Mimi, je viens de passer la plus belle semaine de ma vie. » Alors, ouais, la fille est heureuse quand elle dit une chose comme celle-là. Là. Moi, je ne demandais rien de plus que ça, qu'elle soit heureuse. Alors voilà, elle était heureuse. À ce moment-là, en tout cas, elle l'était. Elle l'était vraiment.
entendons souvent parler d'événements inexpliqués, d'affaires non classées et insolites. Ces cas particuliers dérangent et stimulent l'imaginaire. Avec cette série, nous tentons de faire la lumière sur ces histoires, à l'aide de témoignages et de reconstitutions qui nous mènent à poser des hypothèses inattendues sur ces événements mystérieux. Plongez dans l'inconnu et découvrez le monde fascinant et inquiétant de Dossier Mystère dans un instant à Canal D. Lorsque notre monde et celui des esprits se rencontrent, nos pires cauchemars